La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Dans les émissions La science et nous, nous avons parlé plusieurs fois du comportement de notre cerveau, des études récentes sur le fonctionnement des neurones et des recherches actuelles pour essayer de cerner ce qu'est la conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que certaines personnes appellent notre second cerveau, qui n'est autre que nos intestins. On sait depuis la fin du XIXe siècle qu'il y a des neurones dans nos intestins et on sait maintenant qu'ils sont très nombreux, 200 millions environ, répartis comme une sorte de filet sur la paroi intestinale. On parle du système nerveux entérique, comme entrailles, en opposition au système nerveux central, qui correspond au cerveau et à la moelle épinière. C'est dire que nous avons beaucoup à apprendre du fonctionnement de nos intestins. En plus de ça, notre système digestif contient une quantité énorme de bactéries, 100 000 milliards, ce qu'on appelle notre microbiote. Cela correspond à un poids de 1 à 2 kilos que nous transportons toujours avec nous dans nos entrailles. Alors nos intestins sont une partie fondamentale de notre corps et ils doivent être traités en conséquence. J'ai avec moi aujourd'hui pour parler de tout cela le docteur Jacques Moreau, qui a été longtemps gastro-entérologue au CHU de Toulouse et qui est spécialiste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, celles que les médecins appellent les MICI, M-I-C-I. Il est président honoraire de l'Association française pour l'éducation thérapeutique chez les patients atteints de MICI. Bonjour Jacques. Bonjour Sylvie. Nous prévoyons 3 émissions pour parler d'abord du fonctionnement de l'intestin et du microbiote, des maladies inflammatoires, les MICI, comme la maladie de Crohn par exemple, pour discuter les diagnostics et les thérapeutiques associées, médicamenteuses et chirurgicales, et enfin pour approfondir les aspects psychosociologiques associés et parler des prises en charge holistiques des maladies, c'est-à-dire quand on tient compte de la globalité de la personne, à tout niveau, pour une thérapie plus adaptée. Alors Jacques, j'ai compris que la France est très bien placée pour la prise en charge des MICI. Peux-tu nous expliquer ça et nous parler du fonctionnement de notre intestin, en connexion avec ces milliards de bactéries qui lui sont associées? Oui, bien sûr Sylvie. Alors il y a 2 éléments qui distinguent la France dans la prise en charge des MICI. Premièrement, la recherche clinique grâce à un groupe qui s'appelle le GTED. Le GPED, tu écris ça comment? G-E-T-A-I-D. C'est le groupe d'études de traitement des maladies inflammatoires. Ce groupe existe donc depuis une 40aine d'années, créé par le professeur Modigliani à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il associe aujourd'hui plusieurs dizaines de centres hospitaliers, universitaires ou non. Et la force de ce regroupement, c'est de pouvoir inclure dans des essais thérapeutiques des dizaines et dizaines de patients qui vont faciliter la recherche, qui vont permettre de démontrer que ces essais cliniques sont positifs dans certains domaines ou non. Et pour la planète entière, les publications qui sortent de ce groupe tous les ans sont très jalousées presque. C'est bon à savoir, parce que les Français, ils ont toujours tendance à dénigrer un peu ce qui se passe en France. Oui. C'est bien de dire qu'il se passe des choses au premier plan au niveau international. Tout à fait. Et le deuxième distinguo, je dirais, c'est l'accompagnement des patients. Nous sommes assez leaders dans ce domaine, avec les Canadiens aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle donc l'éducation thérapeutique. Elle est soutenue par une association puissante, Univoc, pour les MICI en France, qui s'appelle l'AFA, AFA Crohn RCH. Et une autre plus modeste que je gère, qui s'appelle l'AFEMI, plus originale parce qu'elle associe, c'est très rare, des médecins, des soignants, des infirmières et des patients qui sont qualifiés d'experts. C'est-à-dire que c'était les patients eux-mêmes qui se sont formés à l'éducation pour expliquer aux autres patients leur maladie et la façon de la vivre le mieux possible. Donc c'est ça qu'on appelle aujourd'hui la prise en charge holistique, c'est-à-dire la globalité d'une personne face à une maladie qu'il faut soigner avec des traitements plus ou moins compliqués. Et on peut l'aider dans cette gestion des traitements par justement un dialogue très humain entouré des patients experts. Donc nous allons parler un petit peu de l'appareil digestif. Ça ne se résume pas à un petit tube qui va de la bouche à l'anus. Ce tube digestif permet de transformer des aliments. Ça, c'est le rôle de l'estomac, du duodénum, sur lequel sont branchés le foie et le pancréas. Puis derrière, il y a l'intestin grêle, dont on distingue 2 parties. Une partie proximale qui s'appelle le jéjunum et une partie distale qui s'appelle l'iléon, qui mesure au total 6 mètres de long. Et tout au long de ces 6 mètres,
le grêle va absorber des nutriments qui ont été déjà prédigérés donc, par la partie supérieure du tube digestif. Et puis on atteint le gros intestin, le côlon, dont le rôle essentiel est d'absorber de l'eau et de trier un peu les déchets avant l'élimination des selles. Alors on peut vivre sans estomac, on peut vivre sans côlon, mais on ne peut pas vivre sans nutrition artificielle avec moins d'1 mètre de grêle. Et bien sûr, on ne peut pas vivre sans foie, ni sans pancréas, sauf si on a de l'insuline. C'est dans l'intestin grêle, il se crée, enfin c'est la suite de la digestion, quoi. C'est ça. Et il y a besoin de tout, Oui, parce que c'est toute très cette long. longueur, c'est très long. C'est très long. Ça dépend de la qualité des aliments qui sont très faciles à digérer, des sucres simples très faciles, et puis d'autres, des lipides, des fibres, sont très compliqués à digérer. Et c'est là que justement les microbes nous aident aussi à digérer ces fibres. On n'est pas capable de le faire seul. Dis-moi, quand on mange quelque chose, quand on digère dans l'estomac, combien de temps il faut après pour la défécation? Alors la défécation, c'est 6-7 heures au moins. L'estomac lui-même, ça dépend de la qualité du repas. Si c'est un repas très léger, c'est de l'ordre d'une heure, une heure et demie, 2 heures. Si c'est un repas très riche en graisse, ça peut être jusqu'à 3-4 heures déjà dans l'estomac. Et pour l'intestin grêle, dans la situation normale, on atteint la terminaison de l'intestin grêle dans un délai de 2 à 3 heures. Il reste encore tout le côlon, mais ça peut durer 24 heures. Ouais. Alors ensuite, on va parler de ce système extrêmement complexe. Donc, encore une fois, l'appareil digestif ne sert pas juste à digérer. Il joue un rôle très important dans notre équilibre physiologique grâce à sa fameuse microbiote intestinal. Alors, tout le monde maintenant a entendu parler du microbiote intestinal. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à aborder parce que ces microbes se cachent un peu. Alors, si on parle d'un historique rapide du microbiote, il faut citer 2 savants. Un savant russe qui s'appelle Metchnikov, qui a eu le prix Nobel de médecine en 1908, qui a été d'ailleurs naturalisé français. C'est lui le premier qui avait démontré que la consommation de yaourts fermentés facilitait une diminution du vieillissement. Ah bon? Et le deuxième historique important, c'est un Français là aussi, Henri Boulard, qui a découvert le premier probiotique, le fameux Saccharomyces boulardii, de son nom. Comment tu dis Saccharomyces? Saccharomyces boulardii, parce que Boulard, c'est boulardii, qui est devenu, chez nous, l'ultralevure. Tout le monde connaît l'ultralevure. Oui. Et bien, lui, il a découvert que dans certains pays d'Asie, on consommait la peau de fruits exotiques pour lutter contre la diarrhée, voire le choléra. Et dans cette peau des fruits exotiques, il y avait la fameuse ultralevure. Alors aujourd'hui, on a démontré, c'est des chiffres très, très aléatoires, hein, qu'il y avait de l'ordre de 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin et qu'il y avait au moins 1300 ou peut-être 2000 espèces, on ne sait pas exactement. Et ça représente une masse très importante, je crois que tu l'as évoqué, de 1 à 2 kilos. Il faut donc réaliser qu'on a plus dans notre organisme d'ADN bactérien que d'ADN propre, individuel, de notre génome. Alors, ces bactéries, à quoi servent-elles? À nous défendre, effectivement. Il y a ce qu'on appelle une barrière intestinale. Pourtant, en épaisseur, c'est quelques millimètres. Mais physiologiquement, c'est déterminant, parce que si ces bactéries traversaient la paroi intestinale, on serait en permanence en septicémie. Excuse-moi, ça veut dire que ces bactéries, elles sont bénéfiques quand elles sont à l'intérieur de l'intestin, oui. Mais que si on les a ailleurs dans le corps, elles sont... C'est pas très bon. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, dans ces bactéries, il y a des gentilles bactéries, il y a des méchantes bactéries. Et tout ça, c'est un équilibre biologique qui doit être conservé en permanence. J'en parlais tout à l'heure, qui évite justement qu'il y ait des compétitions, des combats acharnés entre des bactéries qui nous protègent et des bactéries qui nous agressent. Donc si ce ne sont pas les bactéries elles-mêmes qui passent la paroi, ce sont pour moi des fragments bactériens, voire des espèces de neurohormones sécrétées par ces bactéries. Et surtout, comme tu l'as dit en introduction, nous avons 200 millions de neurones au moins bactériens qui sont en connexion avec notre cerveau, avec l'axe neuronal. Donc on a un deuxième cerveau et il y a des connexions permanentes, ce qu'on appelle en anglais le neurofeedback, entre le cerveau et notre intestin. On sent bien des connexions, par exemple, quand on a peur ou quelque chose, on a mal au ventre, ou on fait des choses toutes bêtes comme ça, qui montrent cette connexion. Oui, je vous parlerai aussi d'autres anecdotes avec les sportifs, par exemple. Alors, comment on acquiert ce microbiote? Très tôt, en fait, dans la vie, c'est néonatal, en quelques semaines. Déjà, la filière vaginale, qui elle-même est très riche en microbiote, permet à l'enfant d'enrichir très vite son tube digestif avec du microbiote. Quand ça passe par césarienne, c'est un peu plus lent, mais enfin, ça prend quelques semaines de plus.
L'allaitement maternel, on dit que c'est un élément très important pour le bon équilibre microbiotique. Et puis bien sûr, très très vite, les facteurs d'environnement, ce que l'enfant respire, ce qu'on lui donne à manger, etc. Donc disons qu'en un mois à peu près, on a acquis un microbiote qui nous est propre. Hein. C'est un élément propre à chaque individu, très différent d'une ethnie à l'autre, très différent bien sûr d'une région du monde à l'autre. Alors quel est son rôle ? Alors, le rôle du microbiote est essentiellement de nous protéger donc, sur le plan immunitaire et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté à vivre physiologiquement avec un intestin qui est en permanence remanié par cette population bactérienne. Et quand ça marche mal, on parle de dysbiose. Qu'est-ce qui crée cette dysbiose ? Là aussi, on en parle beaucoup aujourd'hui. Essentiellement, la junk food. La mauvaise bouffe, la malbouffe, le fameux aliment ultra transformé. Qu'est-ce qui peut gêner les bactéries ? Les antibiotiques. Chaque fois qu'on prend un antibiotique, on dégrade une partie de notre microbiote. Donc c'est pas très bon de prendre trop souvent des antibiotiques, surtout des antibiotiques puissants et surtout de façon prolongée. Ensuite, qu'est-ce qui gêne le microbiote ? Ce sont les xénobiotiques. Les xénobiotiques, qu'est-ce que c'est ? Parce que tous les polluants, les pesticides, les produits chimiques, voire les médicaments, qui eux aussi peuvent contribuer à déséquilibrer notre flore microbienne. Et puis, comme aujourd'hui on parle des Mickey, on s'est aperçu que dans certaines Mickey, notamment la maladie de Crohn, il y avait une déficience dans certaines espèces de bactéries, les firmicutes par exemple. Alors, peut-être que dans les dîners chics, ce serait bien de parler de mes firmicutes, comment vendre mes firmicutes, mais là, beaucoup plus sérieusement, en fait, l'idée, ce serait... Est-ce qu'on pourrait rétablir cette flore déficiente pour guérir, ou en tout cas contrôler la maladie de Crohn ? Les microbiotes, ça intervient aussi dans l'obésité, dans les surcharges métaboliques, le diabète de type 2, donc c'est pas rien, et les troubles du comportement alimentaire. Donc ça fait quand même 3 domaines, en dehors des Mickey, puisqu'on est là pour les Mickey, il y a 3 domaines autres, beaucoup plus importants, je dirais à l'échelon planétaire, qui sont concernés par les microbiotes, donc l'obésité, le diabète de type 2 et les troubles de comportement alimentaire. Plus discuté, l'autisme est considéré comme potentiellement lié à des phénomènes de fragments bactériens qui modifient notre comportement cérébral. La maladie d'Alzheimer aussi. Est-ce que ces plaques, quand on trouve au niveau du cerveau, pourraient être influencées par, là aussi, des fragments bactériens de l'intestin ? Et puis tout un tas de maladies psychiatriques également. Donc tout ce qui peut concerner des maladies cérébrales, pourrait être éventuellement en lien plus ou moins direct avec le microbiote. Mais pour l'instant, ça n'est pas prouvé. Beaucoup de publications, mais jamais de choses parfaitement établies dans ce domaine. Je pense qu'il faudra reparler la semaine prochaine, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. Alors, à la semaine prochaine, Jacques. Merci, à la semaine prochaine, Sylvie.